Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir de discuter avec Émilie d'un sujet qui vous tient à cœur, qui est comment est-ce qu'on peut mener un mode de vie plus minimaliste et aligner nos activités, notre mode de vie avec nos convictions écologiques. Bonjour Émilie. Bonjour. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 clés pour libérer votre potentiel et vous libérer financièrement. Émilie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, comment tu as démarré dans la vie professionnelle et comment tu as décidé de te tourner vers l'entrepreneuriat? Moi aujourd'hui j'ai presque 30 ans, et je me suis lancée à mon compte juste après mes études, donc en 2017. Ça a été ma première année d'activité en tant que freelance, et je me suis lancée à ce moment-là, juste après mes études, parce que j'avais aucune envie d'être, salariée. J'avais fait, voilà, pendant mes études, des longs stages en entreprise, qui avaient été, pas des très, très bons moments pour moi. Très compliqué, de contraintes, d'être, 5 jours par semaine, du matin jusqu'au soir, enfermée dans un bureau. C'était vraiment pas la vie que je voulais avoir. Déjà, je voulais premièrement avoir du temps pour moi. Je dis souvent que je suis en pré-retraite, c'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup de temps libre par rapport à quelqu'un qui est en activité. Et ensuite, j'avais envie de pouvoir être beaucoup plus libre des sujets, que j'allais pouvoir traiter, de la vitesse à laquelle j'allais me former. Voilà, j'avais pas envie de dépendre d'un employeur pour choisir tout ça, et donc c'est principalement pour ça que je me suis lancée à mon compte en 2017. Donc du coup, liberté géographique, le fait de pouvoir disposer de notre réelle richesse qu'est le temps, parce que finalement, s'il y a une ressource qu'on a de manière limitée, c'est le temps. Et puis c'est également donner plus de sens à ton activité que dans le salariat. Alors ça pas forcément, parce que je pense que dans le salariat, on peut trouver du sens. La liberté, par contre, ça c'est évident. Je pense que ça a été ma première motivation pour me mettre à mon compte. Et après, donner du sens, c'est plus que, bah, une fois que je me suis épanouie en tant qu'indépendant, j'ai eu envie de faire évoluer mon métier. Donc, de 2017 à 2022, en fait, j'étais principalement, sur des entreprises dans le domaine des sports de montagne, que j'accompagnais en marketing, notamment, en copywriting et en rédaction web. Et en 2022, ça a été une année, très, très dure, pour, les gens qui font de la montagne. Ça a été une année, de fonte des glaciers, record. Et donc pour moi, ça a été une énorme claque à ce moment-là. Je savais déjà, que le réchauffement climatique était présent, qu'il fallait qu'on change nos modes de vie, qu'il fallait les changer vite, qu'on n'avait plus le temps d'attendre. Mais c'est vrai que le fait de le vivre, et en fait, je fais de l'alpinisme notamment, depuis quelques années, et bah, le fait de vivre ce truc-là, de voir ces glaciers qui disparaissent, ça a été vraiment hyper violent pour moi, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire bifurquer un peu mon activité et que je me suis repositionnée sur le fait d'accompagner en marketing des entreprises low-tech, donc des entreprises qui œuvrent pour la sobriété énergétique, tant dans l'habitat que dans l'alimentation, que dans le transport, enfin voilà. Donc du coup, aujourd'hui, tu as une entreprise et une activité économique qui est alignée avec tes propres valeurs et avec le monde que tu aimerais voir fleurir demain. Ouais, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment, j'ai vraiment eu cette prise de conscience de me dire: «Bah, en fait, en 2050, il y a des entreprises qui n'existeront plus». Parce qu'en fait, c'est des entreprises qui sont pas compatibles avec la trajectoire carbone et avec, le fait qu'on a des limites planétaires, qu'on est complètement en train d'exploser. Et donc il y a des entreprises qui sont incompatibles avec le fait qu'on vive avec une seule planète, qui sont conçues pour vivre, sur les ressources de 3 planètes. Donc voilà, donc c'était l'idée, c'était de mettre, mes compétences au service de ces entreprises-là, qui étaient compatibles avec les limites planétaires. Et du coup, tu gagnes, toi, de l'argent et tu gagnes ta vie, entre guillemets, en permettant à des entreprises qui sont les entreprises de demain, qui sont des entreprises économes et sobres sur des questions écologiques, de tourner correctement. Oui, c'est ça. C'est exactement comme ça que je gagne ma vie, donc en faisant ce qu'on appelle de la prestation de service. Donc je facture un certain nombre de jours, à des entreprises en échange de services que je fais pour eux, donc notamment de la rédaction principalement, mais aussi ce qu'on appelle de l'éco-conception de sites web. Donc le fait de faire des sites qui sont peu gourmands en énergie et qui du coup émettent moins de CO2 et consomment moins d'eau. Au-delà de ton job, quelque part, de ton activité professionnelle, tu as adopté un mode de vie minimaliste et notamment, tu as un projet lié à ton habitat et un habitat minimaliste. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors là, je viens de démarrer l'autoconstruction d'une tiny house. Donc, c'est une petite maison sur remorque qui fait à peu près 6,50 m de long par 2,50 m de large et 4 mètres de haut. Donc, c'est vraiment un tout petit habitat qui est déplaçable facilement puisqu'il est sur remorque. Et en fait, par définition, hein, la tiny house, c'est forcément minimaliste puisque on n'a pas la place d'avoir beaucoup d'affaires. Il faut choisir chaque objet qu'on y met. Et il est aussi assez sobre, puisque l'idée, c'est de nous permettre en fait de réduire aussi notre consommation de ressources, et d'éviter d'artificialiser les sols,
pour se loger. Donc voilà, c'est ça le projet de cette tiny house et donc là, on part pour 1 an de construction. L'idée aussi derrière ce projet, c'est d'avoir un impact écologique réduit, mais aussi d'avoir des charges réduites, ce qui vous permet d'avoir une meilleure autonomie financière dans votre vie de tous les jours et d'être moins dépendant de ces questions d'argent. Alors il y a évidemment cet enjeu écologique de se dire, quel logement nous permettait d'avoir une empreinte carbone qui était, compatible avec les objectifs, si on veut rester sous un seuil de réchauffement qui est vivable, on va dire. Donc en effet, la tiny house pour ça, ça cochait cette case-là. Mais il y avait aussi un aspect de liberté financière qui était très présent pour nous, qui était de se dire si on peut être propriétaire de notre résidence principale, avec, finalement un tout petit apport. En fait, cette tiny house, elle va nous coûter entre 40 et 50 000 €. Donc pour une résidence principale, c'est rien du tout et ensuite pour le terrain, ça viendra dans un second temps, c'est-à-dire qu'on achètera sûrement un terrain à terme, mais au début, on sera sur de la location et aujourd'hui, la location d'un terrain pour une tiny house, c'est entre 100 et 150 €. Donc on est vraiment sur des charges qui sont ultra réduites d'une maison qu'on a payée avec un apport et où du coup on n'a pas de mensualité d'emprunt et où en plus, donc j'ai fait les estimations pour connaître un petit peu ce qu'on appelle les dépenses contraintes dans une tiny house, donc tous les frais de fonctionnement, d'entretien, d'énergie. Et c'est vrai qu'on est sur des montants qui sont très très bas et qui fait que si jamais à un moment j'ai envie pendant 6 mois de faire autre chose, par exemple, de prendre un break, voilà, de me consacrer à quelque chose qui ne va pas forcément me rapporter d'argent, ben, je garde cette liberté de le faire parce que j'ai pas des dépenses contraintes qui sont très élevées et qui font que j'ai pas d'autre choix que de gagner beaucoup d'argent pour payer mon emprunt tous les mois. Et donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose de très important pour moi, que ma résidence principale soit pas un fardeau, comme ça peut l'être quand on commence à avoir des grandes maisons, qui font des mensualités, qui fait qu'on peut plus quitter son travail ou si on est indépendant, on se retrouve à stresser très vite parce qu'en fait, il faut qu'on ait un minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir payer sa maison. Du coup, vous avez un mode de fonctionnement avec ton compagnon à travers l'entrepreneuriat et un mode de vie minimaliste qui doit, secouer quelque part et déconcerter pas mal de personnes. Alors ce qui est drôle, c'est que parfois on a un peu les mêmes critiques tant sur l'entrepreneuriat que sur la petite maison. Notamment, j'ai eu droit au fait que, bah, j'avais pas un vrai travail et que c'était pas une vraie maison. Donc ça, c'est assez drôle le fait que ça soit quelque chose de commun qui revienne, tant sur la boîte que sur la maison et donc ça serait pas une vraie maison sous prétexte que du coup elle serait petite. Donc ça, c'est drôle, voilà, c'est la des principales peurs que j'ai eues. Ce côté, c'est une maison de poupée, c'est une cabane, vous allez pas vraiment pouvoir vivre dedans. La deuxième peur que j'ai pu avoir de la part de mon entourage, c'est le côté, on va dire, en rupture avec un système, un peu traditionnel de réussite qui se traduit par une réussite matérielle, donc un CDI, une belle maison, une belle voiture, et c'est vrai que moi, comme je place pas du tout, la définition de ma réussite à ce niveau-là et ben, en fait, on se comprend pas parce que du coup, eux, ils ont une définition de la réussite, qui est à l'opposé de la mienne. Moi, c'est plutôt le fait d'avoir du temps, d'avoir de la sécurité quand même matérielle et financière, c'est-à-dire que je veux pas me retrouver à me précariser et à m'inquiéter, pour le lendemain. Mais du coup, en fait, la tiny house, ça, c'est au service de ça. C'est l'idée que, bah, je vais être propriétaire de mon logement, sans avoir eu à m'endetter. Oui, il y a pas mal de personnes justement qui pensent que mener un mode de vie minimaliste, c'est s'inscrire en marge de la société, alors que pas du tout. Finalement, c'est s'inscrire, dans le sens de la liberté. Ouais, je pense que le conflit, il est surtout générationnel là-dessus. J'ai l'impression que les jeunes générations, c'est plus facile pour nous, de considérer que le minimalisme justement, c'est une libération dingue parce que c'est vrai que le temps qu'on passe en fait, soit à travailler pour se payer des choses, soit juste à entretenir les choses qu'on a achetées, c'est vrai que moi je le considérais vraiment comme un fil à la patte et là où la génération plutôt de mes parents, considérait que la réussite matérielle, c'était ça le bout du chemin. Oui, c'est quelque part l'héritage des 30 glorieuses et cette logique d'accumulation de biens de consommation. Ouais, complètement. Sur quel, pilier justement tu as basé toi ta liberté financière? On parlait d'entrepreneuriat, on parlait d'habitat. Tu as commencé à investir aussi dans des fonds éthiques, des choses comme ça? Ouais, alors la première chose que j'ai fait, c'est évidemment du coup d'être capable de générer mon propre revenu, en entreprise et ça m'a quand même pris, du temps à vraiment consolider. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un peu une mono-activité qui était vraiment que le freelancing et petit à petit, en fait, j'ai diversifié mes sources de revenus, notamment en créant en parallèle, de mon activité de freelance, une maison d'édition, qui vend des carnets. Donc ça m'a permis d'avoir un complément de revenu qui dépendait pas forcément de mon temps. Ça a fait aussi que dans des périodes où j'ai eu un peu moins d'activité en freelance, et ben, j'ai ça qui a pu prendre le relais. Donc ça a été la première étape, d'être capable de trouver des clients et d'être aussi très confiante dans ma capacité à en trouver. C'est-à-dire qu'au début, trouver des clients, c'était pour moi un peu la roulette russe. C'était la première année où j'étais en freelance, les clients tombaient, mais je n'arrivais pas à expliquer pourquoi, comment, ce qu'ils justifiaient. Alors que maintenant, en fait, j'ai mis en place un certain nombre de choses
notamment à travers mon positionnement, notamment à travers les différents canaux sur lesquels j'ai de la visibilité, à travers la manière dont je vais mener la présentation, par exemple, d'une proposition commerciale. Et en fait, tout ça, toutes ces étapes que j'ai mises en place au fil du temps, c'est ce qui a consolidé ma capacité à trouver des clients et du coup à pouvoir être capable de générer mon propre revenu. Donc ça a été vraiment la première étape. La deuxième étape, ça a été cette question aussi de combien j'avais besoin pour vivre et de me libérer aussi en partie de certaines dépenses que je trouvais pas pertinentes. En fait, c'est l'acronyme de ça, c'est Buy Utility, Rent Luxury. Je sais pas si tu connais ce truc-là, d'acheter l'utile et puis tout le luxe en fait de le louer. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé moi, mon budget en fait. Et la tiny house s'inscrit exactement là-dedans, c'est-à-dire qu'au quotidien, j'ai mon logement et puis en fait, l'argent que je ne paye pas à une banque pour rembourser, un gros emprunt, bah, en fait, je peux le passer dans des vacances, je peux le passer dans des souvenirs qui sont ultra précieux. Donc ça, c'était je dirais un peu le deuxième pilier, arriver à avoir un mode de vie assez frugal. Et c'est drôle parce que quand on dit frugal, souvent on pense, un peu pauvre ou avec pas très fun. Et en fait, moi quand je vois la répartition de mon budget, je la trouve beaucoup plus fun que celle de certains de mes copains qui, passent la majeure partie de leur argent à rembourser un prêt, plutôt qu'à pouvoir, prendre des vacances, voyager, passer du temps avec des proches, à faire des trucs chouettes. Donc voilà, ça a été vraiment le deuxième pilier. Et le troisième, ça a été le moment où j'ai vraiment commencé à faire de l'épargne, et de comprendre aussi les différents types d'épargne. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment un avant-après dans ma vie, de comprendre que chaque épargne, en fait, était dirigée dans un certain but et que du coup, on n'allait pas épargner au même endroit. Qu'il y avait des épargnes, on avait besoin de les garder très facilement disponibles et récupérables. Ça, c'est un peu mon épargne de précaution que j'ai parce que je suis indépendante. C'est un peu mon chômage, que je me suis constitué de mon côté. Si pendant 6 mois, un moment, j'ai un problème, j'ai pas de clients, d'avoir quand même de l'argent de côté pour ça. Et après, j'ai plus de l'épargne plus long terme, que là, du coup, j'ai chez Goodvest, qui est une assurance vie, qui choisit des projets qui sont compatibles avec les accords de Paris. Donc c'est des accords qui sont censés faire en sorte qu'on ne dépasse pas les 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, mais c'est pas gagné vu les trajectoires qu'on est en train de prendre. Alors, justement, tu l'évoquais sur le dernier point, donc là, toi, tu as investi, donc via un support qui est l'assurance vie dans des entreprises qui sont sélectionnées par un prestataire pour ça. Aujourd'hui, il est aussi possible, alors moi, justement, quand je travaille avec des personnes qui bossent, sur des projets écologiques, un des leviers, pour les inciter quelque part à gagner de l'argent, parce que c'est des fois des gens qui opposent argent et écologie, c'est de leur prouver qu'en fait, en gagnant de l'argent, ils pourraient l'investir dans d'autres projets et soutenir des projets de transition énergétique. Aujourd'hui, assez facilement, on peut investir dans des parcs d'énergie renouvelable, dans de l'agriculture à la porte de chez soi, créer un club d'investisseurs pour aider à soutenir la production d'énergie renouvelable dans son village. Il y a très peu de personnes qui le savent et qui le font. Je pense qu'il y a une question du sens que tu donnes à ton épargne et te dire, bah, en fait, mon épargne, j'ai envie qu'elle soit au service du monde que j'ai envie de construire, en fait, de diriger un peu les flux financiers vers les projets qui me tiennent à cœur. Au-delà de ça, moi, je suis convaincue que tout ce qui est projet soutenable, c'est eux qui, sur le très long terme, auront la meilleure rentabilité économique parce qu'en fait, c'est les moments où on va avoir les grosses crises énergétiques, où on va avoir des grands bouleversements liés au réchauffement climatique. Bah, c'est les entreprises qui sont déjà compatibles avec le monde bas carbone qui arriveront à survivre en fait. Donc même en termes purement pragmatiques d'investissement, sans parler du sens, je pense que c'est aussi moi dans ces entreprises-là que je crois. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a plein d'études qui montrent que c'est souvent ces entreprises-là qui ont été les plus résilientes face aux crises énergétiques qu'on est déjà un petit peu en train de traverser. Et même les plus gros fonds d'investissement américains, dans leur dernier rapport, nous disent qu'à l'avenir, les entreprises qui vont super-performer, c'est ces entreprises qui intègrent une clause sociale et environnementale un peu plus drastique. Et c'est notamment les entreprises qui vont dans le sens de la transition énergétique. Donc même les plus gros fonds d'investissement américains, cotés en bourse, le disent aujourd'hui. Ouais, ça me surprend pas. Du coup, un des meilleurs investissements, c'est quand même d'investir sur soi pour avoir une activité qui nous plaise, nous motive dans la durée et aille dans le sens des valeurs qu'on veut. Toi, tu accompagnes également des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais leur transmettre? Oh là là, il y en a plein. Déjà, quelque chose que je vois beaucoup chez certaines femmes qui montent des projets, c'est qu'elles ont tendance à monter des associations plutôt que monter des entreprises. Notamment parce que je pense que ça leur permet d'avoir une petite stratégie d'évitement, où elles se disent que si c'est des associations, elles auront une sorte d'aura d'être désintéressées, d'être à but non lucratif et que ça sera plus facile pour elles
de porter ce genre de projet. Et alors, il y a des fois où c'est tout à fait justifié et je pense qu'il y a certaines thématiques qui, sont pertinentes en association, mais déjà, la première alternative, ça peut être tout ce qu'on appelle les SCOP, donc qui restent des entreprises, mais qui ont, certaines particularités juridiques qui permettent, voilà, d'être, parfois plus alignés avec les valeurs qu'on a d'équité, de participation, de gouvernance partagée. Donc ça, c'est la première chose souvent que j'ai pu voir. Et la deuxième chose, c'est la difficulté, je pense, à avoir un tarif qui reflète la valeur qu'on délivre, à assumer un certain tarif. Et sauf qu'en fait, le gros souci, c'est que avec un tarif trop bas, on se précarise et on tue son propre entreprise. Et moi, ça m'est arrivé la première année où j'étais en freelance, je facturais pas assez cher, ce qui faisait que je devais avoir beaucoup de jours facturés dans l'année pour arriver à me sortir un salaire qui était décent. Et en fait, j'avais plus du tout le temps d'investir dans ma propre entreprise ou dans de la formation pour moi-même, parce que tous mes jours étaient consacrés au fait de travailler pour des gens et de facturer des jours hommes pour des clients. Et ça, en fait, c'est aussi ce qui a été, moi, mon déclic pour me dire: «Bah non, en fait, mon tarif, il faut que je l'augmente». Évidemment, parce que la valeur que j'apporte à l'entreprise, elle le justifie, mais aussi parce que si mon tarif est trop bas, en fait, bah, sur le long terme, je vais avoir une entreprise qui va décliner parce que je n'investirai pas assez de temps, pour la faire grandir. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé quand on vient du salariat parce qu'on a cette mentalité de un jour travaillé, c'est un jour facturé, puis j'ai rien besoin de faire d'autre, en fait, finalement. Alors que moi, je pense que, enfin, maintenant, ma répartition, c'est plutôt qu'il y a 50 de mes jours qui sont facturés et le reste de mes jours de travail, c'est du temps investi, que je fais alors soit dans de la prospection, soit dans de la création de contenu, soit, dans de la formation pour pouvoir monter en compétences et accompagner mes clients sur d'autres sujets. Enfin, voilà, et ça, c'est hyper important et je pense que c'est souvent aussi ce qui pèche, enfin, ce que j'ai pu observer chez des femmes que j'ai accompagnées, la difficulté à assumer un tarif, qui était, bah, périn en fait, qui leur permet juste de correctement gagner leur vie. Et oui, gagner de l'argent, c'est assurer la durabilité de son business. C'est évident et puis en fait, c'est aussi ce qui permet à terme, de sous-traiter certaines, parties parce qu'un autre truc que j'ai beaucoup vu, alors ça je sais pas si c'est lié vraiment aux femmes, mais c'est peut-être quand même un peu plus présent chez elles, c'est aussi de se retrouver à être, homme orchestre plutôt que chef d'orchestre, à vouloir tout faire elle-même et du coup à être au four et au moulin, à vouloir, apprendre, la création de sites, la création de contenu, le ci, le ça et ce qui est très bien parce que je pense qu'au début, passer par tous ces postes, ça permet de mieux les comprendre et de porter vraiment la stratégie, de l'entreprise. Mais à un moment, il faut déléguer et en fait, pour déléguer, il faut du chiffre d'affaires. Donc voilà. Moi, un bouquin qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est «Tu vas t'en mettre plein les poches». Alors je trouve que le titre est affreux, mais c'est un chouette bouquin qui m'a beaucoup aidé à travailler sur ce rapport à l'argent et à comment choisir mes tarifs. Alors, il y en a un qui est génial, hop, je vous le montre, je suis en train de lire en ce moment, qui est, «Ajoute un zéro». Je ferai un sujet là-dessus aussi, je le conseille, parce qu'en fait, il remet en question beaucoup d'idées reçues qu'on a quand on se lance, dans l'entrepreneuriat sur notre rapport à l'argent et la manière Mmh. de tarifer dans nos entreprises et bah, généralement, on commence, en ayant peur quelque part de manquer, en ayant peur de ne pas trouver de clients et c'est justement comme ça qu'on n'en trouve pas. Mmh. Oui, oui, ouais, bien sûr. En création d'entreprise, je pense qu'il y a des paliers ou des obstacles un peu qu'on traverse tous. Il y a évidemment celui au début de l'amorçage, qui est la difficulté à trouver ses premiers clients, et à générer un revenu qui est suffisant pour en vivre. Mais assez rapidement, il y a un deuxième pilier qui est celui, en fait, on se retrouve à bosser comme un dingue. J'avais envie d'être à mon compte parce que je voulais du temps pour moi et ces 6 dernières années, où j'ai été à mon compte, il y a un moment où je pense, j'ai fait une forme de burn-out. J'étais plus du tout alignée avec mon besoin de temps libre, avec le fait que j'avais pas envie de me consacrer ma vie au travail et ça, en fait, je pense que c'est un piège dans lequel plein d'indépendants et indépendantes tombent, qui est qu'au moment où ça commence à marcher pour toi, comme tu as vécu cette période horrible où tu avais pas de clients et bah, du coup, tu prends tous les contrats qui passent et tu surcharges ton planning et tu prends beaucoup trop de clients par rapport à ce que tu es capable de délivrer et tu te retrouves à bosser le week-end, et à te cramer le cerveau et du coup, moi, ça, il y a eu aussi vachement un avant-après là-dedans où, maintenant j'essaie de mettre vraiment des garde-fous, des fusibles, hein, pour éviter de retomber là-dedans parce que ça arrive aussi très vite. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je vois énormément de femmes qui ont beaucoup de mal à recevoir. Elles pensent que donner est mieux que recevoir. Or, donner et recevoir sont les 2 faces d'une même pièce. C'est ce que je leur explique à chaque fois. Elles pensent que c'est plus noble quelque part de donner que de recevoir, notamment des personnes qui ont, travaillé dans les métiers du soin et
dans des activités associatives, puisque finalement, dans les associations, on a plutôt tendance à valoriser le don. Donc, tu en parlais auparavant de cette question-là. Et je vois aussi ce fameux syndrome de l'imposteur et ces pratiques qu'on met en place au démarrage et qu'il faut très vite remettre en question à partir du moment où notre business se développe pour pouvoir déléguer et préserver notre énergie et asseoir le développement d'une entreprise. Il y a assez peu de personnes qui s'autorisent à remettre en question à peu près tous les 3 mois leur mode de fonctionnement, justement, tester, revoir et développer des nouvelles pratiques. Moi, j'ai fait ça aussi, les premières années. Comme j'avais ce problème où je pense que je facturais pas assez cher et que je travaillais donc beaucoup et que j'avais pas assez, de chiffre d'affaires pour investir dans de la formation ou investir dans du coaching et ben je me retrouvais à faire beaucoup de choses, un peu, au fil de l'eau et là, ça fait 3-4 ans maintenant que j'investis régulièrement, dans de l'accompagnement individuel, dans des formations, des choses comme ça et en fait, ça change tout parce que d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui peut, prendre du recul sur notre business et nous aider à voir en fait quelle est la partie de notre portefeuille client qui nous rapporte de l'argent, quelle est la partie qui nous prend de l'énergie et puis finalement n'est pas vraiment au service du développement de notre entreprise. Enfin, il y a tellement comme ça à chaque étape du développement de son entreprise des choses qu'il faut arriver à clarifier que d'être accompagné, moi je trouve que c'est essentiel les premières années, je ne l'ai pas fait et je pense que ça m'aurait permis de faire plein d'autres trucs. Et quelque part, souvent, c'est la peur de manquer qui nous empêche d'investir sur nous, alors que ne pas investir sur nous fait qu'on n'arrive pas à déployer et à atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Ouais, ouais, bah, exactement, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des ultimes conseils ou d'ultimes sujets que tu voudrais aborder pour conclure cette interview? Je trouve que c'est hyper important d'être au clair sur sa propre définition de la réussite, ou même sa définition de c'est quoi pour vous une belle maison. Il y a aucune obligation et surtout, tant que c'est pas votre définition et que c'est une définition qui vous est un peu, inculquée par une pression sociale, je pense que c'est difficile de garder son cap et de se sentir aligné avec ce qu'on fait. C'est un conseil souvent que je donne d'arriver à se réapproprier certains mots, comme la réussite, comme le bonheur, comme plein de choses, comme la beauté et de donner une définition qui nous va parce que sinon, en fait, on part pas du tout dans la bonne direction. Et quelque part, la vraie belle ambition, c'est se bâtir une vie qui ne ressemble qu'à nous. Mmh, ça peut être une jolie manière de le dire. Et peut-être l'ultime conseil que je me répète souvent, et que je pense toutes les femmes devraient se dire, on va appeler ça une petite prière féministe, même si je pense le mot est pas forcément bien choisi, c'est, d'avoir la confiance en soi d'un homme médiocre. Alors, dit comme ça peut paraître un peu violent, mais je pense qu'il y a plein de femmes qui arriveraient à accomplir des choses merveilleuses si elles avaient la moitié, de la confiance en elles, qu'ont la plupart des hommes. Donc voilà, donc il y a plein de moments où quand je doute ou quand je sens que je retombe dans des travers qui sont très féminins, de manque de confiance en moi et tout ça, je me dis: «Allez, il me faut juste la confiance en moi d'un homme médiocre». Voilà. Je te remercie, Émilie, et vous retrouverez dans la description de cette vidéo tous les éléments pour pouvoir la contacter. Et je vous invite à nous mettre aussi un petit pouce et à me faire part des prochains sujets que vous aimeriez que j'évoque dans les prochaines interviews.